avril 1915. Maurice Genevoix, grièvement blessé, échappe à l'enfer de la Grande Guerre. Normalien, promis à une grande carrière universitaire, l'existence brisée de ses frères d'armes lui fera prendre un tout autre chemin. Il écrira, il témoignera, il traduira en mots la beauté de la vie. Écrire, c'est livrer à autrui ce que l'on croit avoir en soi de plus précieux et de plus rare, confiera-t-il. Véritable hymne à la nature, aux animaux et aux hommes libres, son œuvre nous transporte avec passion. Les livres de Maurice Genevoix sont une merveilleuse école de vie. Une merveilleuse école de vie qui consiste à dire que la vie est quelque chose d'extrêmement précieux, quelque chose de merveilleux pour peu que l'on se donne la peine de voir ce qu'elle a de merveilleux. Et c'est un message très simple parce que Maurice Genevoix ne donne jamais de leçons. Il n'y a pas de grand discours chez lui, il n'y a pas de théorie, il y a simplement un amour des petites choses, un amour du quotidien, un amour des choses simples. Et je crois que c'est un message qui est extrêmement enrichissant et extrêmement nécessaire aujourd'hui. Et que sa manière d'aborder le monde est véritablement une école de vie. Rabolio s'allongea au-dessus du fossé de lisière, légèrement en retrait sur la contrepente du talus. Ses guenilles ternes, d'un gris sourd et brunâtre, se confondaient avec les nuances des branches et du sol. Il s'était étendu à plat ventre, pressé le sable de ses coudes. Immobile, les yeux grands ouverts, il s'abîma dans la contemplation de la plaine. C'était d'abord au-dessus de lui des chevelures de bouleaux qui pendaient dans le ciel, légères, gonflées de sève, brillantes d'une pourpre fraîche et qui semblaient mouillées. Je pense que quand il était dans la nature, il laissait venir les choses. Et il était présent, c'est-à-dire qu'il écoutait avec son cœur. Il le dit, ça, il faut aimer, il faut être en nature avec le cœur aimant et les sens vigilants. Donc il y a aussi cette attention sensorielle permanente. Mais il y a plus que ça. Il y a vraiment être au monde, comme on dit beaucoup aujourd'hui, et on a du mal à être au monde. Et Maurice Genevoix, il peut nous rappeler à cela et nous donner des clés, sinon des clés, en tout cas une posture. Il m'a aidé à avoir cette façon d'être pour être au monde, aussi tout simplement que cela, et on en a tous besoin. La tête de Rémy s'était inclinée davantage. Tout à l'heure, lorsqu'il descendait parmi les roches, il s'était dit « La Loire est rudement basse pour l'époque ». Et il s'était dit encore « Faudrait pourtant qu'elle se décide à monter. L'année tourne, sans qu'on ait pu tendre les lignes de fond. Et quant à la volante, les dernières sauterelles vont mourir. » Et il avait dit à la Loire, « Faudrait pourtant que tu te décides à monter. » Maintenant, il n'aurait plus osé. Elle l'intimidait. Une adoration craintive montait en lui, à la voir si calme, si belle dans sa grande pureté froide. Elle reflétait tout le ciel, plus transparente, plus aérienne que lui. Elle prenait toute la lumière, elle la muait en une chose inconnue, plus limpide, plus précieuse encore que la lumière. C'était la Loire, maîtresse de toutes les heures qui passent, miroir des clairs de lune et des nuits pleines d'étoiles, des brumes roses des matins d'avril, des nuages fins qui raient les couchants de septembre, des longues flèches de soleil dardaient à travers les nuages de l'été. Elle prenait ce soir-là qui passait, et d'instant en instant, au fil de ses eaux tranquilles, elle l'entraînait doucement vers la nuit. Rémy sentait cela confusément. Il adorait la Loire crépusculaire, mais les souvenirs qu'il avait d'elle se levaient dans le soir, et son cœur était lourd. Maurice Genevoix fait du bien lorsqu'on le lit, parce qu'il sait s'émerveiller de tout, des choses les plus simples et en même temps des choses les plus belles. Et c'est justement se dire que la beauté des choses réside parfois dans leur simplicité. Le bruit des oiseaux, par exemple ici, les lumières du jardin sont une source d'émerveillement et d'apaisement absolument incroyable. Et on peut passer à côté si on est un peu pressé, et on peut se dire après tout que ça n'a pas grand sens. Et en réalité, le sens concret des choses, il est là. Le jardin n'était qu'à nous. C'était le jardin du jeudi. 7 ou 8 arts enclos de murs,
sauf d'un côté que bordait une haie, des tuyas hantés d'escargots, 2 pelouses à rosiers fous, à cassis et à seringas, une tonnelle d'aristoloches, des pommiers en cordon, un rang de groseilliers épineux, quelques pêchers en espalier. Mais quel jardin! Où claquaient des ailes de pigeons, où bourdonnaient des abeilles maraudeuses, où des ditiques nageaient dans le bac aux eaux de pluie. Tout ce qui naît dans un cœur d'enfant, tout ce qui le fait palpiter, le serre, l'oppresse, l'exalte jusqu'à l'indicible, les paroles, les cris, les silences, tout cet apprentissage pathétique de notre vie, si longue soit-elle, ne fera jamais que redire, demeure pour moi inséparable de l'ombre chaude des pruniers rouges, de l'odeur qu'une feuille de cassis exhale sous les doigts qui la froissent, du ditique rond et noir sur le verre violent des mousses d'eau, des épines acérées sous les globes des groseilliers à maquereaux. Il décrit les choses, il décrit les couleurs, il décrit les mouvements, il décrit les saveurs. Il décrit avec une précision d'entomologiste, de botaniste. Il connaît tous les métiers de la forêt, il connaît tous les métiers de nos bourgs du Val. Et il nous les restitue tels qu'ils étaient en 1900, en 1920, en 1940. Oui, c'est un temps révolu. Mais pensons que tout cela est hors du temps. Qu'il a su leur donner une dimension universelle et hors du temps. C'est ici, c'est maintenant. C'est ailleurs, c'est partout, c'est l'homme. C'est l'homme. C'est là où on peut parler d'humanisme et d'humanisme rayonnant. Chaque fois que sa course ou ses bonds venaient buter contre le grillage, il n'encensait plus de colère. Il pivotait seulement avec une souplesse légère, une vivacité presque joueuse, et poursuivait sa ronde fantasque entre les mailles de sa prison. Les mois d'été passèrent ainsi, sans que rien n'eût jamais permis de découvrir dans son aspect, ses regards, son attitude, la nostalgie des bêtes captives. Prisonnier, il n'en était pas moins un bel animal vigoureux, que la montée de sa jeune force emplissait d'une joie élémentaire, la plus constante et la plus capiteuse de toutes, celle de se sentir vivant. Par les tièdes soirées du mois d'août, il lui arrivait souvent de rester debout sous les arbres, presque immobile, et de regarder sans fin la lumière dorée du couchant qui s'attardait au bas du ciel. C'est pas du tout une vision naïve et bucolique et champêtre de la nature, du tout, du tout. Car il sait les luttes que ça représente, il sait les cruautés que ça représente, mais même pas. Parce que déjà la cruauté parle d'anthropomorphisme. Il n'y a pas d'anthropomorphisme. La nature est ainsi. Elle est telle qu'elle existe, que la création et Dieu l'a faite. Et l'homme n'est rien, il est au milieu de tout ça. Donc se référant à cette immuabilité, cette perpétuité admirable de la nature qui nous dépasse tellement, tellement, c'est là où il va ancrer ses valeurs. J'aimais cet ami fraternel, ce compagnon des premiers jours de guerre. Nous étions l'un et l'autre orléanais. À cause de cela peut-être, et l'épuisement aidant, la solitude lugubre, la nuit déchirée de flammes sombres, je me laissais songer à lui. J'abandonnais la dureté inhumaine que nous nous imposions pour faire front à tant de barbarie. Je cédais à un chagrin d'homme. Ainsi, songeant à lui, à notre commun pays, sans qu'il m'eût fallu rien appeler, rien provoquer, des images de lumière se levèrent, belles, sereines, d'une douceur indicible, à me mettre les larmes aux yeux. La vie est compliquée, la vie est ardue, elle est parfois contondante, on s'y blesse même. Et il le sait, il en sait quelque chose, puisqu'il a failli laisser la vie et qu'il a vu toute sa génération mourir autour de lui de la manière la plus cruelle qui soit. Et il faut toujours penser que dans tous ces livres, vous avez sous-jacent ce fil-là de la mort et de la lutte de l'homme et des bêtes, justement pour survivre. Mais tout cela sans jamais le moindre pathos, sans rien de dramatique, sans effet de manche, au contraire. Parce que tous, hommes et bêtes, d'abord aiment la vie, passionnément, et depuis toujours, parfois irrationnellement. Ces personnages, ces héros, quand ils sont simples, ne savent pas pourquoi ils aiment la vie, ils aiment la terre, mais ils l'aiment, et ils le disent. Voilà, je suis ici, c'est cela.
s'était évadé d'un seul coup. Il respirait dehors, à longues goulées, un air si abondant et si vif qu'il en suffoquait un peu. L'air lui entrait au plus profond de l'être, coulait avec son sang, baignait chacune de ses fibres. C'était comme une ivresse, une folie légère qui le soulevait tout entier, l'allègement d'un cauchemar qui vient de passer, qui n'est plus. En route petite. Tandis qu'il détachait sa chienne, il sentait sur ses mains sa langue chaude. Par intervalles, une oppression furtive lui traînait encore sur le cœur, un souvenir sans force, une dernière pierre qui roule derrière celui qui est passé et tombe avec un faible écho. On oppose parfois, et à mon avis à tort, l'œuvre de guerre de mon grand-père et le reste de ses écrits. Mais en réalité, il y a une continuité qui est parfaite et qui est totale. Alors on peut prendre plein d'exemples. Le premier, par exemple, chronologiquement, ce serait Rémi Desroches. C'est 1923. Donc on est encore, il n'a pas totalement fini d'écrire son œuvre de guerre, mais Rémi Desroches, c'est qui? C'est un soldat qui revient de la guerre de 14 et la violence qu'a Rémi Desroches et en même temps cette volonté contemplative et cet amour de la Loire, c'est bien parce qu'il a connu aussi ces atrocités-là, parce que Genevoix les a connues, que Rémi Desroches est ce personnage. Ça continue très vite avec Raboliau. Donc 1925, Raboliau c'est qui? C'est un braconnier sur lequel on a tout dit, beaucoup écrit, c'est un personnage quasi mythologique de la Sologne. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se sont battus pour dire Raboliau c'est moi. Mais en réalité, Raboliau c'est qui? C'est, en grande partie, c'est Genevoix. Et Raboliau c'est un soldat de la guerre de 14 et qui, quelque part, revenant à la vie civile, ou à la vie sauvage pour lui, eh bien n'accepte pas de se conformer à des règles qui n'ont plus de sens. Et qui n'ont plus de sens parce que, justement, il y a eu ce qui s'est passé avant. Et puis on peut continuer comme ça, même dans des livres qui sont ce qu'on a appelé les livres poèmes. Mais La dernière Euharde, par exemple, qui est un ouvrage absolument magnifique, dont le personnage principal est un cerf, le cerf des Orphos, le grand rouge, il y a des scènes qui sont tout à fait en correspondance avec des scènes de ceux de 14. Par exemple, la scène où ils courent parce qu'ils sont pris en chasse par les chasseurs. Et la mer du Rouge s'effondre. Et il y a une correspondance absolue entre cette scène-là, l'effroi que va ressentir le jeune cerf, sentant, et Genevoix le dit, le vide de la disparition, et finalement l'effroi du soldat qui monte en ligne et qui tout d'un coup réalise que sur sa ligne, il est tout seul. Toute la harde, les flancs alignés, passait en cible entre les hêtres. Les hommes, debout, à toucher la ligne des banderoles, épaulaient et lâchaient leurs coups. Des chevrotines ronflaient comme des guêpes, ricochaient avec des miaulements contre un caillou, un nœud de bois. Une femelle encore se débattait et ruait, couchée, la joue appuyée sur la terre et s'y frottant d'un mouvement régulier. Une caresse étrange et rude qui endormit et calma un peu les affres de son agonie. Le rouge, pas une seconde ne s'était détaché de sa mère. Il courait sans fatigue, les jambes souples, mais stupéfié, le cœur en désarroi. Il ne démêlait rien dans les féroces rumeurs parmi lesquelles tournait sa course infernale. Même les coups de fusil ne le faisaient plus tressaillir. Il allait, anxieux seulement de ne point quitter sa mère, de retrouver à chaque foulée la chaleur de son large flanc. Et tout à coup, alors qu'ils franchissaient ensemble un fossé près de la lisière, il avait senti contre lui un vide glacial, extraordinairement profond, qui le suivait dans son élan. Aussitôt il s'était arrêté, désemparé, déjà orphelin, cherchant des yeux sa mère disparue. La biche était dans le fossé, allongée, les pattes jointes deux à deux, et parcourue d'un léger frémissement. Elle avait à l'épaule, dans l'épaisseur des muscles, un trou rouge où le sang bouillonnait. Il passait souvent par le truchement des animaux, finalement, pour dire des choses qui étaient peut-être plus difficiles d'exprimer en passant directement par le langage des hommes. Il ne veut pas que l'homme de Solaire le trouve. Il sait que cet homme le tuera. Comme le renard blessé, il faut qu'il s'enfonce dans le bois, au plus sauvage du fourré. Et ses os craquent, et le bout de sa patte ballotte sous la mâchoire de fer. Furieuse, la volonté de vivre l'oblige à tirer davantage, à braver férocement la souffrance qui le tord sur le piège. Il ne craint plus le contact glacé du métal, il le mord en grondant à pleine gorge. Roux quitte Châteauneuf
qu'il aimait, bon, pas plus que ça, pour retrouver les Vernelles qu'il avait connues pendant les vacances, où il trouvait la liberté, les oiseaux, les musaraignes dont il se régalait, avec des scènes de chasse qui sont extrêmement bien décrites par Maurice Genevoix. Et un peu comme l'a fait Raboyau, il s'en va en pleine nature, par ses propres moyens, et là, il faut survivre. Et là, il y a à nouveau cette survie qui est évidemment ancrée au cœur et dans les blessures même de Maurice Genevoix, puisque lui, comme tous ces hommes livrés à la guerre, il a fallu survivre. Et on retrouve ce thème permanent, et c'est pour ça qu'il dit, enfin je pense que c'est pour ça que Rousse était un de ses romans, sinon son roman préféré, parce que Rousse était vraiment son double. La vie seule durait. Avec ses chances ingrates, ses repues âprement gagnées, ses errances libres sur les reins de la terre, dans son odeur de glèbe et d'eau, sur le grenu du sable ou la moiteur de la feuillaison morte. Il suffisait à Roux d'être seul et de vivre. Il avait en une fois, la nuit où les grues voyageuses criaient dans les nuages et le vent, plongé d'un bond au sein de l'unique aventure. Et maintenant, c'était assez d'en vivre violemment le drame magnifique et terrible, où toutes les souffrances et les joies battent avec le sang du cœur. Tous les romans trouvent leurs racines dans ceux de 14, en tout cas dans l'expérience de guerre. Et de la même manière, quand on lit ceux de 14 après, en ayant déjà lu l'ensemble de l'œuvre, on trouve les germes du reste de l'œuvre, et on comprend ou on perçoit combien l'œil de Genevoix était déjà fait, était déjà mûr. Si on regarde comment il décrit la forêt, par exemple la forêt meusienne, les tableaux de la dernière Eharde avec les grandes hêtraies sont là. La forêt perdue est là. Descendre, pendant une marche, par les layons de la forêt. Humer au fond d'une combe, près d'une cabane de charbonnier, la fumée aigrelette du bois vert. Découvrir une longue ferme au toit de tuiles moussues et boire, dans la salle fraîche où l'horloge bat sous sa gaine, un grand bol de lait fumant. Galoper à cheval sur une route droite et dure au claquement des sabots ferrés. S'arrêter contre un mur de parc et debout sur les étriers, cueillir des tirses de lilas. Vivre pour tous ceux qui s'en étaient allés. C'est cela que Maurice Genevoix s'était promis. Et il allait la tenir, cette promesse, parce que vivre était un joyau. Alors qu'il était élu secrétaire perpétuel à l'Académie française, il n'avait pas hésité à démissionner de son titre au bout de 17 années. Cette période riche de voyages, de rencontres et des amitiés les plus prestigieuses l'avait profondément ravi, mais ne lui avait en rien enlevé son goût de la nature et de la liberté. Une liberté salvatrice, nécessaire, nourrie de tant de souvenirs. Une liberté dont il avait trouvé le socle dans sa maison des Vernelles, une petite mansarde de pêcheur découverte un jour par hasard, tandis qu'il marchait sur les rives de sa si chère Loire. Un havre de paix qui resterait tout au long de son chemin d'écrivain son refuge contre l'oubli. Insupportable fléau des vies trop citadines et trépidantes, l'oubli pouvait surgir à chaque instant. Il disait, finalement, après être rentré de la guerre, j'ai fait du rabio. Finalement, j'ai fait du rab, j'ai été un survivant. Et effectivement, il n'a jamais perdu la trace de ce très douloureux épisode qu'était la guerre. Mais pour autant, cet amour de la vie, il l'avait bien avant. Quand il était adolescent, il avait déjà réalisé une sorte de guide botanique. Il s'intéressait à la flore, il s'intéressait aux oiseaux, il connaissait très bien les poissons puisque c'était un grand pêcheur déjà tout petit, quoi. À 12 ans, il pêchait des brochets, c'est pas rien. Et donc il avait ancré en lui vraiment cette disposition naturelle auprès du vivant. Et même dès les premières semaines de l'expérience de guerre, il envoie des courriers où il dit j'aime assez la vie pour l'aimer aussi chez les autres. Et alors il y a un épisode magnifique donc, qui se passe le 10 ou 11 septembre 1914, au lendemain d'une terrible bataille nocturne où il le décrit, on s'est égorgé, etc. Il y a eu des avancées, un coup de main allemand qui s'est terminé dans la tragédie.
Et il évoque une merlette. Alors d'abord dans Souverdun, le premier tome de ceux de 14, qui passe, mais dont on sent très bien qu'elle ranime la vie dans le cœur de Genevois. La vie est là. Et après, il en reparle jusque dans un jour où, cette fois, il évoque cette merlette donc, qui l'interpelle et qui lui dit « La vie est belle, je suis la poésie ». Et il faut avoir la force aussi, le regard de Maurice Genevois pour être capable de capter ça et de reprendre vie dans ces moments aussi difficiles. Le printemps nous battait dans la chair. Je regardais à travers le taillis le poudroiement lumineux des jeunes feuilles, les chatons fauves de pollen. Je regardais les yeux de Galibert, trop brillants sous un voile mouillé. La main de Dast qui cherchait à son flanc la chaleur grasse du terreau. Il a arraché une pousse d'herbe neuve et nous l'a montrée en disant « Ça, c'est de l'herbe ». Galibert ne bougeait plus. Appuyé sur ses paumes, le visage tourné vers le sol, les yeux attentifs et durs. Il semblait regarder quelque chose. Toujours couché, je me suis traîné jusqu'à lui. Et j'ai vu sur une pierre éclatante de soleil 2 insectes bleus accouplés. Il y a un côté presque, à certains moments, de reportage. On est surpris à tous les moments. À certains moments, on a des scènes presque romanesques, c'est vrai. D'autres moments, des aspects un peu théâtraux. À d'autres moments, on est dans le reportage quasiment en direct. Et puis à d'autres moments, tout d'un coup, il y a un merle qui chante, il y a la forêt meusienne qui l'éblouit, il y a 2 insectes bleus accouplés dans un instant de répit. Donc il y a tout ça à la fois. Et ça, c'est l'œil de l'observateur qu'est Maurice Genevois, qu'il a développé quand il était plus jeune, quand il allait à la pêche, je crois aussi, et quand il observait les artisans de Châteauneuf-sur-Loire. C'est ce regard d'observateur extraordinaire qui est à l'œuvre là, et qui nous restitue ce vécu sanglant, enfin, mais parfois aussi avec des petits moments de bonheur, parce qu'il y a aussi ça à la guerre. Un géant blond, rose avec des yeux bleus, soutient un petit fantassin français, noir de peau et riche de poils, qui boitille et rit de toutes ses dents. Il crie à l'allemand avec un regard drôle vers nous. « Est-ce pas cochon que t'es un bon cochon ? Je comprends, cochon, bon cochon, je comprends !» Et il sourit de toute sa face grasse et vermeille, heureux d'une familiarité, dont la seule bienveillance lui importe à présent qu'il se sait sauvé. Son idée était de dire que la folie des hommes était capable de tout, mais que, a priori, elle ne pourrait jamais dépasser l'ordre assez immuable de la nature. Et c'est aussi pour ça qu'on a dit que Maurice Genevois était le premier des écologistes, mais au sens noble. Cet amour de la vie qu'il a, ce respect de la vie qui est né du tragique et de l'horreur, cet amour infini de la vie, il va le chanter sans arrêt parce qu'il est gourmand et qu'il a, lui, l'académicien, que parfois on a un peu brocardé parce qu'il avait un style très secrétaire perpétuel, tu parles. Il y va des 4 fers, il y va les 5 sens en alerte, parce qu'il faut la manger, cette vie, il faut la goûter tant qu'elle est là, puisqu'elle est tellement fragile, elle est tellement imprévue. Et il faut vivre avec tout. Il faut vivre avec sa tête, parce que c'est ce qui fait la grandeur de l'homme, avec sa culture, parce que c'est la culture qui est libératrice et fondatrice, comme on l'a oublié. La culture libère l'individu. Et il nous le dit sans arrêt, mais toujours avec cet air de ne pas y toucher. Je me suis rappelé, toutes ensemble, les pensées puériles et graves qui m'assaillaient les autres nuits. Cela recommençait chaque fois,
une rêverie légère et tendre, pleine de visages, toujours les mêmes. Je marchais d'un pas vif, ne sentant plus mon corps qu'à travers l'allégresse de mes pas. Je me disais, tant les visages étaient proches et réels, il me voit. Que pense-t-il à me voir ainsi, allant seul sur cette route nocturne? Tout à l'heure, quand la sentinelle m'arrêtera, ils m'entendront lui répondre et ils seront rassurés. J'étais content qu'ils puissent me voir ainsi, jeune, riche d'entrain et de force, soulevé d'un merveilleux espoir. Je n'ai pas changé. Je suis celui qui marchait à vos côtés, le gamin bavard de nos promenades, le même dont vous disiez souvent les larmes aux yeux d'avoir trop ri. Grand fou. Dans sa maison des Vernelles, Maurice Genevoix découvrait chaque matin les nouvelles saveurs des jours et des saisons. Il était là, profondément ancré dans un présent, son présent, leur présent. Au fil des pages, des personnages et des animaux imaginaires, il célébrait les souvenirs et les rêves de ceux que la violence des combats avait fauchés en pleine jeunesse. Aucun temps n'aurait jamais raison de leur mémoire. Des listes interminables de noms parcouraient le papier. Chacun portait un visage, une façon de parler, de courir, de râler, d'avoir peur ou de rire. Chacun était unique, avec sa propre histoire. L'auteur avait à peine transformé leur orthographe sur ces recueils de guerre pour ne pas blesser les familles, mais lui les reconnaissait tous. C'est pas une humanité feinte, c'est une humanité vraiment née de la conscience du gâchis et du sacrifice. Et c'est ça, je pense, qui rend les pages de Genevoix incroyablement belles sur Ceux de 14, et notamment la fin de Ceux de 14. Quand il quitte ses frères d'armes, il n'y a pas d'autre mot, c'est pas ses compagnons d'armes, c'est pas ses soldats, c'est pas ses hommes, c'est ses frères d'armes. Et la dernière phrase de Ceux de 14, où il explique à quel point il veut témoigner pour eux, est quelque chose d'incroyablement émouvant, touchant. Et on sent l'authenticité de son message. Notre guerre. Vous et moi, quelques hommes, une centaine que j'ai connus. En est-il donc pour dire « la guerre est ceci et cela » Ils disent qu'ils comprennent et qu'ils savent. Ils expliquent la guerre et la jaugent à la mesure de leur débile cerveau. On vous a tués. Et c'est le plus grand des crimes. Vous avez donné votre vie et vous êtes les plus malheureux. Je ne sais que cela. Les gestes que nous avons faits, notre souffrance et notre gaieté, les mots que nous disions, les visages que nous avions parmi les autres visages, et votre mort. Vous n'êtes guère plus d'une centaine, et votre foule m'apparaît effrayante, trop lourde, trop serrée pour moi seul. Combien de vos gestes passés aurais-je perdu, chaque demain, et de vos paroles vivantes, et de tout ce qui était vous. Il ne me reste plus que moi, et l'image de vous que vous m'avez donnée. Presque rien. 3 sourires sur une toute petite photo. Un vivant entre 2 morts, la main posée sur leur épaule. Ils clignent des yeux tous les 3, à cause du soleil printanier. Mais du soleil sur la petite photo grise, que reste-t-il ? Ce qui l'intéresse, c'est non pas les petits malheurs et les petits tracas de ces hommes, mais c'est la réalité de ce qu'ils sont. Et toujours, parce qu'il prend conscience très vite de l'horreur que c'est, et il ne la supporte pas, cette horreur. Et il sent bien que ces soldats-là, ce sont des sacrifiés. Et il a une pitié infinie pour eux. Et de cette pitié et de cette souffrance va naître justement, sans doute, cette volonté de les restituer dans ce qu'ils sont, chacun avec leurs défauts, leurs qualités. Par exemple, il y a un personnage que je trouve absolument merveilleux dans Ceux de 14, c'est Panchon. Panchon, qui est son ordonnance, qui est assez roublard, assez gouailleur, assez hâbleur, mais qui est incroyablement attachant parce que c'est la vie, Panchon. Ça ronfle, dit Panchon. Avant ce soir, la tranchée sera couverte. Mais pourquoi, mon lieutenant, que vous avez demandé une cognée ? Pour bâtir notre abri, nous aussi. Nous deux ?
Il me toise avec une irrévérence où je mesure mon infériorité. Ses paroles, toutefois, ménagent mieux mon amour-propre. « Vous avez bonne volonté, mon lieutenant, mais le travail de la terre, quand on n'y est pas accoutumé, ça casse vite un bonhomme en deux. Voulez-vous un conseil ?» dit toujours. « Demandez donc à Martin. » Pas à Martin. Sa place était à la section. « Alors à Chambaud, tenez. C'est un valet de ferme, dur de peau et bon à tout. Lui et nous deux, on pourra voir. Vous voulez bien ?»« Je veux bien, à condition que Chambaud couche ce soir avec nous dans l'abri. »« Ce sera son droit, » dit Panchon. C'est une des forces de Genevois de faire revivre 150 hommes, personnages qui sont de vrais personnages et qu'il arrive à croquer en 3 phrases, comme les petites caricatures qu'il faisait sur ses carnets quand il prenait des notes alors qu'il était sur le front. Et puis, donc, il voit leurs défauts, il voit leurs qualités et surtout, il les voit vivre et il les voit mourir. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il a marqué à vie et qu'il essaye de restituer au fil des œuvres. Parce qu'au fond, la guerre a irrigué toute une partie de son œuvre, et s'il y revient tout le temps, c'est parce qu'il se sent éternellement un devoir de survivant à leur égard, quoi. Donc ça, comme il dit souvent, ça m'a obligé au sens moral du terme. Et je dis parfois qu'il y a une éthique de l'écriture de Genevois, c'est-à-dire que on ne peut pas écrire n'importe quoi, il faut être vrai, et il faut être vrai dans les sentiments qu'on communique, ni dans le trop, ni dans le trop peu. Il ne faut pas regarder de haut, il faut être à hauteur d'homme pour voir les événements et pour voir les êtres. Il saignait beaucoup, mon lieutenant. Je l'ai aidé à marcher un peu, je voulais le panser. Et puis, on a donné l'ordre de se reformer en arrière, parce que les Boches avançaient trop nombreux. Je l'ai pris sous les bras, je le portais presque, et il y avait beaucoup de balles. Et tout d'un coup, c'est comme s'il s'était jeté en avant, ou comme s'il avait buté dans une souche. Il n'avait rien dit, mais il y en avait une qui venait de le traverser. Alors il m'a pesé de tout son poids, et en tournant la tête vers lui, je l'ai vu tout blanc, avec de grands yeux. Il me reconnaissait, voyez-vous, et il m'a dit « Jean, mon petit Jean, laisse-moi et va-t'en. » Était-ce possible, cette chose-là? Je l'ai pris sur mon dos, tout lourd qu'il était. Je n'avançais pas vite, et pourtant je lui faisais mal. Il s'abandonnait, il criait presque à chaque pas que je faisais, et il me répétait toujours « Va-t'en, Jean, laisse-moi, Jean. » Et j'allais, moi, j'allais quand même, voyant les dernières capotes bleues disparaître là-haut, pendant que les Boches approchaient derrière nous, à les entendre remuer les feuilles. À un moment, j'ai senti la fatigue, et je suis tombé sur les genoux. Et lui, il a glissé par terre, à côté de moi. Et il m'a dit une dernière fois « Laisse-moi. Il ne faut pas te faire tuer à cause de moi, Jean. Qu'il en reste un, au moins. » Alors, n'est-ce pas, je me suis penché sur lui, je lui ai pris la tête, et je l'ai embrassé, dans les balles, parce que les Boches nous avaient vus et qu'ils tiraient. Et puis, je lui ai dit adieu. Et puis, je suis parti. Et je l'ai laissé là, lui, à mourir par terre, au milieu de ces sauvages. Les historiens spécialistes de la guerre de 14 parlent d'un phénomène de brutalisation, c'est-à-dire que la guerre a accoutumé les soldats à cette violence. Et ils vont même assez loin, certains vont assez loin en disant que ça a préparé la guerre suivante et les atrocités du nazisme qu'on a supportées parce qu'il y avait eu la guerre précédente d'une certaine façon. Donc Genevois peut-être n'a pas théorisé ça, mais il sait qu'il y a une violence en l'homme très forte et que des circonstances historiques peuvent faire qu'elle s'exprime et presque qu'elle est légitime. Et c'est ça qui l'effraie, d'ailleurs, il le dit à un moment donné. Hein. Et quand il parle de cette génération qui était condamnée à tuer ou être tuée, il parle d'un choix ignominieux, c'est-à-dire que c'est une honte absolue qu'on les ait acculés à ce choix. Mais en même temps, c'est un officier obéissant, qui obéit aux ordres. Et comment faire autrement? Et en plus, toute son éducation le destine à cette obéissance. Donc il ne peut pas faire autrement. Mais
dans les romans qu'il va écrire par la suite, Rabelio, il y a une violence terrible. Si on prend Sanglard, il y a de la violence. Et la violence faite au grand cerf, et on pourrait donner bien d'autres exemples. Et la violence de Günther, le héros un des héros de Loreley aussi, elle est très, très grande. Et une violence latente qui ne demande qu'à s'exprimer. Donc, c'est pas du tout un univers. Enfin, moi, ça me frappe beaucoup, et je crois que ça, c'est peut-être la guerre qui a accentué ça. C'est pas du tout un univers d'irénisme. C'est la paix de Genevois, la paix intérieure de Genevois. Cette bonté en l'homme, elle est conquise, elle n'est pas donnée. Et il y eut un bond de Rabelio. Son fusil jeté derrière lui, une chute violente de tout son corps rué en avant, et contre son visage, un cri douloureux et aigu, une plainte folle qui le bouleversa. « Pauvre Piole, je t'ai fait mal ?» Elle s'était effondrée sous son poids, pliant comme une herbe fauchée. Les mains de l'homme, déjà dénouées, sentaient encore la minceur frêle des épaules qu'elles avaient meurtries. Dans la clarté lunaire, il distinguait de grands yeux sombres, pleins d'une détresse animale et poignante. Il la souleva, contractée de terreur, la main tint devant lui toute proche, les doigts fermés autour des poignets grêles. Il y a une véritable cruauté dans Rabelio, c'est terrible. Moi, ça me terrorisait, parce que je l'ai lu petite. C'est après que j'ai compris. J'ai mieux compris, d'abord parce que j'avais lu son œuvre de guerre, et qu'il l'écrit juste après, et que Rabelio a fait la guerre. Il rapporte des histoires parallèles, il raconte. Et Rémi Desroches, c'est pareil, ils sont marqués par la guerre, ces deux hommes. Il y a donc aussi cette quête d'autre chose, de se réenraciner différemment, parce qu'ils sont fichus pour la vie quotidienne. Ils ne peuvent plus, quand Genevois refuse, le jeune étudiant encore refuse de reprendre l'école, l'agrégation, le contrat décennal. Il ne veut pas, il n'est plus, c'est fichu pour cette vie-là. Eh bien, Rabelio, Rémi Desroches sont aussi fichus pour cette vie-là. Et ça, c'est très fort. J'ai subi, comme les autres, l'insolidarité des masses, l'égoïsme obligatoire. Et je reste déchiré, comme les meilleurs des autres, de cette guerre interne de l'homme avec lui-même, où se reflète la guerre universelle. Est-ce que j'ai du génie? Est-ce que je pouvais autre chose que repasser en bon artisan les outils des bons travailleurs? Je faisais de mon mieux, je te jure. Comme pour son héros le père Jude, le temps était passé, suspendu, essentiel. Maurice Genevoix avait quitté l'Académie et Paris à 83 ans pour rejoindre définitivement ses si chères Vernelles, cet endroit dont il disait avec une profonde affection qu'elle était rêveuse, pleine de mémoire et souriante à ses secrets. Tant de choses à écrire, à dessiner, à revivre, tant de cris de révolte à faire rejaillir des ténèbres, tant de joie à ranimer, de tendresse à offrir. Sylvie, comme son père, savait que la transmission se fait à travers l'amour. Avec lui, puis sans lui, elle continuerait sans jamais fléchir leur travail de mémoire, leur lutte contre l'indifférence du temps. Puis ce serait le tour de ses enfants à prolonger cette ode à la joie, une joie simple, ouverte, où chacun pourra un jour trouver un écho à ces mots de Maurice Genevoix, écrivant avec ferveur que la vie est une fête grave et belle, pleine, riche, inépuisable, soulevée par une force d'enfance éternellement renouvelée. Le devoir de mémoire, pour moi, n'a pas de sens s'il est confiné entre gens qui savent. Et ce que j'essaie de faire, moi, c'est d'aller dans les écoles, c'est d'aller dans les collèges, c'est d'aller parler aux écoliers, enfin aux collégiens plutôt, parce qu'aux écoliers c'est un peu compliqué, mais aux collégiens, aux lycéens, que ce soit ici à Orléans, que ce soit dans la Meuse ou ailleurs, parce que c'est important. Et c'est important, et je crois que c'est là où ceux de 14 aura été compris, aura laissé l'empreinte que ça doit laisser. C'est important si les jeunes générations comprennent que parler des anciens combattants, c'est pas quelque chose de ringard. Et Maurice Genevoix disait les anciens combattants, ce sont, dans l'imaginaire d'aujourd'hui, des vieux messieurs en par-dessus, un peu rabougris et qui râlent beaucoup. Mais il faut les imaginer autrement. Et il faut les imaginer comme les hommes jeunes qu'ils ont été et qui ont perdu la vie beaucoup trop tôt.
Et ça change la perspective. Et c'est vrai qu'on dit beaucoup que la jeunesse d'aujourd'hui est à désespérer, mais c'est pas vrai. Il suffit de la croire un tout petit peu moins bête qu'on ne veut bien le croire, d'accepter qu'ils ont encore des choses à dire et à penser, et on se rend compte qu'on arrive à faire quelque chose, et qu'ils comprennent les choses. Mais Porchon ne m'a-t-il pas dit que le plus fort était déjà fait? Que j'arrivais trop tard, enfin? Et puisse-t-il avoir eu raison? Je t'aurais dit la même chose. Tous les anciens t'auraient dit la même chose. Ce que nous avons déjà fait. En vérité, c'est plus qu'on pouvait demander à des hommes. Et nous l'avons fait. Et nous voudrions bien, et c'est un état d'esprit déplorable, que la guerre nous tienne enfin quitte. Je pense que la musique de Maurice Genevoix, parce que son écriture c'est une musique, que ça touche tout le monde cette musique. Parce que c'est un mélange de, bon, on pourrait dire de chants allègres et puis d'une dimension un petit peu plus sourde, un petit peu plus grave, mais qui fait qu'il y a un véritable chant. Il y a une sorte d'orchestration qui est là et qui touche tout le monde, quoi. Et puis, bon, je pense que c'est une possibilité aussi de ramener les jeunes à ce qu'est la vie, finalement, à ce qu'est la simplicité des choses. Je ne suis pas persuadé qu'il l'ait perdu, mais enfin, en tout cas, c'est vraiment une richesse à contempler et à vivre, parce que quand on lit Maurice Genevoix, on le vit, c'est ça qui est extraordinaire. Ce livre ne serait rien s'il m'avait refusé la grâce de retrouver ses yeux et leur regard, et par eux, la poésie. J'aurais traversé le siècle sans avoir éludé jamais les épreuves qu'il me réservait, celles qui nous sont à tous communes et les miennes propres, respectivement si dures à chacun. La loi commune, l'adolescence venue, a requis et pétri l'enfant que j'avais été à des fins qui n'étaient pas les siennes. Et cependant, au fond de lui, presque éteinte, toujours vivace, une petite lueur veillait que la bonasse eût peut-être éteinte, mais que la tourmente et l'orage ont ranimée inextinguiblement. Pour l'homme que j'ai été, chaque fois qu'il l'a fallu, c'est la mort qui, soulevant le voile, a ramené son cœur et ses yeux vers la vie. C'est son intercession qui m'a rendu au monde intemporel, celui des longs échos qui de loin se répondent, et des forêts de symboles familières au pays de Baudelaire, d'Apollinaire et de Nerval. Genevoix était un excellent pianiste quand il était adolescent. Après sa mutilation, il a renoncé à jouer du piano. Et je pense que les mots ont été une autre sorte de musique. Enfin, l'écriture a été une autre sorte de musique, une sorte de compensation. Bien sûr que quand il a écrit ses récits de guerre, c'était une catharsis. Enfin, il fallait se délivrer de toute cette horreur et en même temps transformer ça en beauté. Et cette alchimie en quelque sorte de la beauté, il l'a réalisé à la fois, il me semble, par ce vocabulaire qui emprunte à tous les domaines, depuis l'argot du poilu jusqu'au vocabulaire de la botanique, de la forêt, de la zoologie, etc., de la vénerie et que sais-je encore, de la pêche. Bon, et cet amalgame fait donc une langue qui est propre, vraiment particulière à Genevoix. Il y eut d'abord un soupir, un souffle exhalé d'une poitrine. Et de nouveau, un soupir rude et grave. Une buée d'haleine flottait entre les arbres, où des échines bougeaient en ondulant vaguement sur place. Les bêtes étaient encore debout. Elles devaient être nombreuses. Elles demeuraient serrées les unes contre les autres, se réchauffant ensemble à leur chaleur. L'aube commençait à rôder de toutes parts. Les arbres étaient de vieux êtres gris. Les feuilles des ronces, violettes et sanglantes, s'allumaient de ça, de là. Les silhouettes des bêtes grandissaient dans la lueur du crépuscule. Il y avait au moins 10 ou 12 biches, au long cou grêle, aux oreilles disproportionnées. Toutes étaient amaigries par l'hiver, le crâne marqué de durs creux d'ombre en arrière de leurs yeux tristes. Les bois des cerfs soulevaient leurs branches. Les jeunes biches et les hairs de l'année semblaient jucher sur de raides pattes ossues, trop longues pour leur corsage étroit. Mâles et femelles, ils se ressemblaient tous, sauf un jeune mâle au poil ardent, aux lignes déjà musculeuses. C'est juste la nuance qu'il faut pour me dire la couleur d'un pétale, pour me dire la nuance d'un ciel, pour me dire la puissance du fleuve.
notre langue est là. C'est une caverne d'Ali Baba. Tout y est. À nous d'aller puiser à ce trésor-là et de restituer à chacun juste le mot qu'il faut, celui qui va dire la nuance infime et qui va nous enchanter. Et il fait ça en permanence, avec une évidence. Parce qu'il y a aussi ça, son écriture est extrêmement travaillée. Il le dit d'ailleurs qu'un livre, ça ne se fait pas tout seul, ça ne se fait pas en chantant sous la douche, qu'il faut s'y forcer, que parfois c'est difficile, c'est cruel même. Mais quel résultat! Et tout ça est là, qui chante avec cette musique, des mots qui sont comme des cailloux de Loire qui roulent doucement quand c'est l'étiage et puis violemment quand l'eau est en crue. Tout ça passe dans cet univers-là. Voilà des jours maintenant que les fougères ont déroulé leurs crosses, soulevé leur insensible crue vers l'étiage vert de leur sommeil. Leurs palmes, sous le couvert des pins, se touchent et se confondent en une immense nappe immobile. Les fûts des pins rougeoient d'un feu profond, comme éclairés d'une lueur secrète que diffuserait le cœur des arbres. Aux lisières, les touffes des genêts semblent se courber sous des ailes, une migration de papillons d'or qui ne peuvent plus s'envoler. Amère et chaude, l'odeur des fleurs ondule sur la genétière comme un souffle de pamoison. C'est la torpeur de l'été. Les fleurs choient au brûlant soleil. Par un midi torride, le promeneur solitaire entendra, seul bruit dans toute la forêt, le pétilis pressé des gousses qui éclatent par centaines et qui lancent à la volée leur chapelet de menues graines rondes. Maurice Genevoix a toujours eu un appétit pour la jeunesse et un goût pour la jeunesse. Et c'est vrai que lorsqu'on voit des photos de lui à près de 90 ans, qui regarde une fleur, qui regarde, par exemple, j'ai en tête la photo d'une framboise, où on voit qu'il regarde la framboise avec une gourmandise incroyable, on se dit qu'on ne peut comprendre l'émerveillement et la capacité et la volonté d'émerveillement de Maurice Genevoix que si l'on se rappelle les atrocités qu'il a connues pendant la guerre de 14. Et vraiment, je crois qu'il s'est fait ce devoir, d'abord, d'en profiter et d'en jouir pour ceux qui en avaient été privés pendant la guerre. Et je crois que c'est tout à fait indissociable. Il y a une continuité absolue, toujours, entre le témoin et le soldat de la guerre de 14 et l'homme qui, au fil de sa vie, va l'apprécier, en profiter et donc la magnifier. Parce que, véritablement, je crois qu'il se faisait un devoir, non pas d'être heureux, mais un devoir d'être contemplateur de la nature et de lui restituer toute son importance. Tous ses amis le disent, il avait cette pétillance juvénile que ce vieux monsieur avait gardé là, son enfance à portée de main, et gardé cet humour, et cette envie de rire et de croquer la vie jusqu'à ses derniers jours. Parce qu'il est, et tous les poètes, les vrais poètes le sont, celui qui a conservé son enfance au cœur. Il faut, parce que c'est après qu'on est capable de marcher sur les lisières. C'est là qu'est le bon de la vie, c'est là qu'est l'intéressant, c'est là que sont les odeurs et les saveurs. C'est sur les lisières. Et lui, c'est un grand marcheur sur les lisières.
Maurice Genevoix quittait notre monde le 8 septembre 1980. Il laissait derrière lui une œuvre gigantesque. Romans, essais, dessins, contes allaient désormais nourrir notre présent. Les voix familières de ses amis perdus à la guerre nous étaient restituées avec passion, tout comme les cris si vivants de leur cœur. Plus d'un siècle plus tard, tandis que la terre porte encore les traces indélébiles des combats, les printemps sont venus se greffer sur les larmes et les silences des soldats bafoués. Longtemps victime de la censure, certains passages du grand recueil de Maurice Genevoix, ceux de 14, furent recorrigés par l'auteur lui-même pour que les paroles, comme les printemps, demeurent à tout jamais les plus grandes victoires des hommes libres.